La Cage n'est pas la première série dans le monde du MMA, mais en revanche, c'est la première pour Netflix et de manière assez inattendue, il a fallu que ce soit en France et avec Franck Gastambide que ça se passe. Alors ça vaut quoi? Eh bien je vais vous donner un avis sans spoiler puis avec, en tant que critique, mais aussi en tant que fan de MMA depuis une bonne vingtaine d'années. Le MMA est un sport exigeant et tous les préparateurs physiques sérieux savent que pour progresser et performer, il y a quelques facteurs incontournables et le sommeil en fait partie. Alors oui, vous aurez peut-être déjà deviné que c'est un partenariat avec Emma Matelas, mais attention, ici je ne me fous pas de vous, vous allez voir les promos sont aussi dingues que les produits. On a déjà parlé d'Emma Matelas dans le MMA et ailleurs, mais j'ai choisi un adversaire plus coriace que l'ours de Bonne Nuit les Petits ou que Cédric Doumbé pour cette vidéo, puisque rappelons quand même que je suis doté du pouvoir du popcorn ancestral, ce qui serait une épine dans le pied de n'importe qui. Je me mesure donc au matelas Hybrid 2, meilleur matelas testé en France en 2023-2024. Il n'a aucun point faible avec sa mousse à mémoire de forme, il s'adapte à tous les gabarits et à tous les styles de sommeil, comme de combat. Ce matelas nouvelle génération peut même isoler mes mouvements, je suis mal barré. Il encaisse comme Max Holloway avec 10 ans de garantie, et si vous n'avez pas le compte bancaire de McGregor, on a livraison et retour gratuit sans nuit d'essai, et la possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais. Je commence sérieusement à douter de mes chances dans ce combat, mais bon, si Topuria l'a fait, pourquoi pas moi? Je dors sur ce matelas hybride depuis un moment maintenant et je dois dire que le ressenti est excellent. Ma compagne m'a notamment fait remarquer qu'il offre un meilleur soutien qui soulage vraiment les lombaires quand on est sur le dos, mais ça se vérifie aussi pour les dormeurs latéraux comme moi. Et franchement, j'aimais bien mon précédent matelas, de la bonne qualité même s'il avait bientôt 10 ans, mais je n'ai à aucun moment regretté la transition, bien au contraire. La sensation est vraiment particulière entre ce moelleux évident, ces zones de soutien pour épouser la forme du corps, et le tout sans s'affaisser. Le matelas n'est pas le seul facteur d'un bon sommeil, on trouve aussi sur le site Emma des oreillers et couettes de qualité supérieure et du linge de lit dont la douceur n'a d'égal que le flot de Cyril Gane, mon combattant favori de tout l'univers. Malgré mes efforts et un combat acharné, je dois m'avouer vaincu par cette hybride 2 KO par moelleux technique. Ceci dit, le bon côté, c'est que j'en profite directement après la petite raclée qu'il m'a infligée. Je vous conseille de découvrir les énormes réductions du Black Friday qui vont jusqu'à 50%, et en plus avec mon code POPCORNYT comme YouTube, vous aurez 10% de réduction en plus sur les matelas, et ce pendant 2 semaines. C'est le moment d'investir dans votre sommeil et donc dans votre santé. Vous trouverez un lien en description et en commentaire épinglé. Pas la première série de MMA donc, puisqu'on a eu Kingdom de 2014 à 2017, une série diffusée en France sur OCS. On y passait bien plus de temps sur les personnalités cabossées et leur drama autour de la cage qu'à filmer les combats eux-mêmes à l'intérieur. C'est exactement l'approche inverse qui a été retenue pour la série Netflix. Peut-être n'avez-vous pas vu la série Kingdom qui était quand même relativement confidentielle, je ne vais pas trop m'étendre à son sujet par conséquent, si ce n'est pour souligner qu'en termes de qualité, d'écriture et d'ambition d'interprétation, on a un monde d'écart entre Kingdom et La Cage. Je pense que la série La Cage va cartonner et en outre qu'elle va diviser entre ceux qui vont la défendre ou s'en moquer, que ce soit un peu ou énormément. Il faut dire déjà que de mon point de vue, La Cage a quelques qualités qui lui permettent d'éviter de justesse la catastrophe qu'on aurait pu craindre au vu de ce que Franck Gastambide a pu proposer sur ses films comiques notamment, qui sont, à mes yeux du moins, de véritables punitions décérébrées. Je sais que Franck Gastambide est un fan de MMA et je ne doute pas qu'il ait fait de son mieux pour La Cage. Malheureusement, il est apparemment incapable d'imaginer ou de réaliser des films ou séries présentant la moindre forme de subtilité. Heureusement pour lui, une série comme La Cage peut survivre sans cet ingrédient car elle se donne à fond sur des aspects qui parviendront, je pense, à divertir au moins une partie du public visé. Vous l'aurez compris, si je suis bien loin d'être convaincu ou de considérer la série comme une réussite, je pense qu'il est intéressant d'en parler sérieusement pendant quelques minutes, même si on arrivera à un moment à des trucs quand même plutôt marrants tellement certains passages sont gratinés. La série compte 5 épisodes et je pense que son écriture ne vous réservera aucune surprise, sinon quelques mauvaises sans doute, sur lesquelles je reviendrai en détail dans la partie spoiler. En revanche, on doit lui reconnaître un premier point fort essentiel, à savoir le travail évident qui a été investi dans tout ce qui touche la pratique du MMA elle-même, que ce soit en entraînement ou en combat. Même si on a quelques aberrations à la marge que je développerai plus loin, elles sont rares et pardonnables je pense. Je pense aussi que ce serait faire preuve d'un peu de mauvaise foi que de ne pas reconnaître l'aspect MMA pur de la série comme une réussite. Vous aurez donc droit à des combats relativement crédibles et intéressants, ce qui est très difficile à obtenir et qui implique une excellente coordination au tournage, ainsi qu'une forte implication des acteurs qui semblent ne jamais être doublés dans ces scènes ou presque. Et puisque j'évoque les acteurs, c'est un point qui mérite de s'y attarder avant d'en venir au deuxième et étonnant point fort de la série.
J'ai déjà vu sur les réseaux des gens se déchaîner sur le cast ou la distribution, si on parle français. De mon point de vue, les actrices et acteurs sont bien moins à blâmer que le script. Il est excessivement difficile pour un acteur de briller avec des dialogues mauvais, des scènes clichés et une absence totale d'inventivité de réalisation et surtout d'intensité induite par le scénario. Et dans La Cage, chaque personnage peut se résumer par un trait de caractère ou une fonction. Tout au plus, on aura besoin d'une phrase pour couvrir l'entièreté de la personnalité de chaque personnage. Construire une progression dramatique sur des fondations aussi pourries est tout bonnement impossible, et en prenant cela en considération, je pense qu'il est déjà relativement impressionnant que quelques acteurs parviennent à nous faire ressentir quelque chose. Melvin Boomer reste correct dans le rôle principal de Taylor, l'outsider super cliché, prisonnier de sa vie. Le comédien rappeur Bosch a un seul travail, être antipathique et agressif, et il le fait plutôt bien dans le rôle de l'antagoniste principal, Ibrahim. Dans le registre des personnages immédiatement détestables, Camille de Sablé et Vinnie Vivarelli dans les rôles d'Isabelle, la mère de Taylor, et de Régis, son beau-père, font aussi le job, sachant encore une fois que le script ne leur donne absolument rien d'autre que cette seule dimension désagréable. Outre la mère de Taylor, on a un seul autre personnage féminin, Elena, jouée par Edwige Aonto. La pauvre Edwige se retrouve avec le personnage le plus lisse de l'univers et rien à faire, si ce n'est love interest dénué de la moindre aspérité ou de suspense amoureux. À ce sujet, pour ceux qui ont quitté leur caverne et qui s'intéressent au moins un minimum à la représentation des femmes dans la fiction, La Cage ne passe pas le fameux test de Bechdel ou Bechdel-Wallace. Initialement simple blague dans une bande dessinée, ce test de Bechdel se résume à 3 règles simples pour déterminer si un film ou une série a une chance de ne pas être sexiste. Première règle, avoir au moins 2 femmes nommées. Ici, la mère du héros s'appelle Isabelle, mais ce n'est jamais dit dans la série, il me semble. Deuxième règle, 2 femmes nommées doivent avoir un vrai dialogue entre elles, ce qui n'arrive jamais dans la série. Troisième règle, ce dialogue doit consister à autre chose que de parler d'un homme. Dans La Cage, la question ne se pose même pas puisque le dialogue n'existe pas. Alors bien évidemment, un film peut respecter ces 3 règles tout en étant sexiste, mais disons qu'ici, l'ambiance purement masculine est omniprésente. On sent bien qu'on a ajouté le personnage d'Elena pour la déco, sachant que l'histoire d'amour n'a pour seul impact que de participer indirectement à la trajectoire d'un ami du héros. Elena en elle-même, en tant que personnage, n'a aucun développement, elle reste la même du début à la fin et n'existe qu'au travers de sa relation amoureuse au héros, même si on lui donne un combat sans le moindre enjeu scénaristique ou émotionnel. Après ces tristes constats, si vous avez été attentif et que votre mémoire n'a pas encore été totalement bouffée par les swipes et les notifications, vous savez que je dois encore évoquer un deuxième et étonnant point fort pour la série. D'une manière tout aussi simple qu'incroyable, il s'agit tout bonnement des guests qui ont accepté de participer à la série La Cage. Non seulement on a la plupart des combattants français les plus connus avec Cyril Gann, Saladin Parnasse, Morgan Charrière, Taylor Lapillus et j'en passe, on n'a pas Benoît Saint-Denis, mais on a carrément des figures légendaires de l'UFC. Une toute petite minorité d'entre vous pourrait considérer que ce serait un spoiler de les nommer, même si on les a déjà vus dans les promos ou les images de tournage, mais bon, pour le moment, je ne dirai pas le nom de ces stars de l'UFC. C'est juste étonnant d'avoir de tels athlètes, sachant que le scénario lui-même ne cherche même pas vraiment à expliquer leur présence d'une façon crédible dans la diégèse de la série. Il y a quelques points plutôt amusants à évoquer en spoiler, mais avant d'y arriver, un petit mot un petit peu gêné sans doute sur la musique. Gêné parce que c'est loin d'être folichon déjà, et puis surtout on entend clairement ce qui a été la commande de Gaston Bide, sans doute, à savoir s'inspirer de la BO de Rocky. Malheureusement, n'est pas Bill Conti qui veut et tenter de singer une des BO les plus légendaires de l'histoire du cinéma, n'est sans doute pas une excellente idée. On se retrouve donc avec du Rocky d'ascenseur, en gros, sachant que l'ascenseur ne couvre pas plus d'1 ou 2 étages maximum, puisque c'est là l'étendue de la panoplie émotionnelle du film. Ah tiens, tant que je parle de platitude émotionnelle, je n'avais pas encore évoqué le jeu d'acteur de Franck Gastambide, qui s'est bien évidemment donné le rôle de l'entraîneur à bonnet. Disons que le bonnet en question est plus expressif que le visage de celui qui le porte, et pourtant c'est un bonnet super classique et sans couleur. L'entraîneur du méchant de l'histoire est tout aussi caricatural que les autres personnages, mais au moins son interprète lui donne vie d'une manière somme toute convaincante. Donc bon, que Clint Eastwood ou encore Alexandre Astier se mettent devant la caméra de leur propre réalisation, on a tendance à bien comprendre la valeur ajoutée. Pour Franck Gastambide, c'est nettement moins évident. Alors faut-il que vous regardiez les 5 épisodes cousus de fil blanc de La Cage sur Netflix? Franchement, je vous dirais oui, mais uniquement si vous êtes un gros fan de MMA et que vous avez conscience de voir un truc médiocre ou même carrément naze pour tout ce qui ne touche pas directement au sport. Évidemment, l'incapacité de parvenir à construire des personnages et une intrigue solide fait que l'émotion est largement absente de la plupart des combats,
ce qui les dessert malgré leur niveau technique plus que correct. De ce fait, face à un film tel que Warrior, sorti en 2011 avec Tom Hardy et Joel Edgerton, la comparaison fait extrêmement mal. Même face à Kingdom, dont les combats n'étaient pas mal mais pas non plus démentiels, la différence d'implication émotionnelle fait que La Cage reste loin derrière. Mais quand on constate le succès international de Sous la Scène et qu'on considère la qualité de certaines séries Netflix, même parmi celles qui cartonnent sur la plateforme, je pense que La Cage a toutes ses chances de trouver son public, malgré ses défauts affligeants, et grâce à ses 2 ou 3 qualités étonnantes. Franchement, je vous conseille de rester pour la partie spoiler de cette vidéo parce que, encore une fois, ce n'est pas pour son scénario que vous regarderez La Cage, mais quoi qu'il en soit, pensez à vous exprimer en commentaire et vous pouce en l'air pour aider la vidéo bien sûr. Et si vous ne voulez pas que je déchaîne mes enchaînements sur vous, comme sur le matelas Emma, ouais, la phrase est un petit peu chelou, mais vous voyez l'idée, enfin j'espère. J'en viens donc au spoiler et c'est le moment de souligner pourquoi celui qu'on appelle Boss est sans doute le pire coach au monde. Pour commencer, il est incapable de remarquer le potentiel de Taylor. Il lui dit qu'il l'a à l'œil, mais il ne voit rien du tout, alors que Taylor dispose de toute évidence d'une arme rare et quasiment impossible à développer si on ne l'a pas naturellement, à savoir le punch, et même plus précisément la capacité à mettre KO d'un seul coup. Ensuite, même quand Taylor revient carrément du Canada après la diffusion de ses entraînements avec Georges Saint-Pierre sur internet, eh bien Boss n'a même pas la présence d'esprit de lui proposer immédiatement une évaluation ou de l'intégrer directement chez les pros du club, ce qui est tout aussi stupide qu'aberrant, autant sur un plan technique que sur un plan business ou même humain. Ce n'est pas fini puisque Boss se contente d'un Taylor qui lui dit « tout va bien, lol », après avoir vu un médecin pour lui booker un combat quelques semaines à peine après un énorme KO. À ce niveau-là, c'est de la pure incompétence, puisqu'on sait qu'il faut laisser au minimum 6 mois à un athlète après un KO violent. Mais heureusement, quand Taylor se retrouve confronté au traumatisme de ce KO, il peut compter sur Boss pour prendre la meilleure des décisions, à savoir l'emmener dans un cercle de combat semi-clandestin, sans règles, sans gants et sans sécurité, dans un lieu vraisemblablement tenu par des néo-nazis. Je veux dire, si ce n'est pas la meilleure idée du monde pour bien s'occuper de la santé mentale et physique de son athlète, je ne sais pas ce que c'est. On notera au passage que Taylor combat sans aucune protection, sans bande autour des mains et sans s'être échauffé, mais bon, on n'est plus à ça près. Non, ce qui est important, c'est que quand Taylor laisse son adversaire à demi-mort avec des lésions cérébrales sur le sol, Boss lui dit combien il est fier de lui. Alors oui, on ne va pas pleurer sur le sort d'un mec tatoué à la croix gammée, mais enfin bon, tout de même, la scène est d'une stupidité ahurissante. Et est-ce que ça vaut le coup que je souligne qu'il est totalement aberrant qu'un gars d'Ibrahim ait pu savoir à l'avance que Boss se trouverait dans un endroit pareil, en Suède, avec un départ pourtant organisé à la dernière minute, et qu'il s'organise pourtant pour le planter sur place? À vous de me dire, mais je suppose que l'incohérence du truc parle d'elle-même, pas la peine de développer de ouf. Il y a des tas de détails sur lesquels on pourrait revenir pour ricaner un petit peu, mais parlons d'abord de points plus importants comme les fameux guests de fou que j'évoquais en première partie, puisqu'on a quand même Georges Saint-Pierre et John Jones, sans oublier Ariel Helwani ou encore Firas Zahabi, le patron et coach principal de Tristar Gym. Et je dois dire que dans l'ensemble, j'ai trouvé que les guests s'en sortaient pas trop mal dans l'interprétation. Alors il faut quand même remarquer que le niveau d'ensemble est bas, encore une fois, à cause d'un script au ras des pâquerettes. On sait qu'a priori jouer son propre rôle ce n'est pas si facile, et j'ai trouvé que les plus naturels étaient sans doute Cyril Gane et John Jones, avec un Georges Saint-Pierre qu'on sentait parfois en train de jouer justement, mais qui avait aussi les scènes les plus longues et sans doute les plus difficiles par rapport aux autres. Encore une fois, il n'est pas du tout crédible qu'autant de bonnes fées très musclées et compétentes se penchent sur le berceau de ce combattant totalement débutant, mais bon, admettons, au moins ça intriguera les fans de MMA du monde entier. On se souvient d'ailleurs que c'est un autre projet Netflix qui a occupé Cyril Gane l'été dernier, et qui l'a empêché de combattre pour le titre intérimaire au moins. Et c'est un film nommé Knockout dont la date de sortie est pour l'instant inconnue. Autre point, cette fois un manquement à mes yeux, c'est l'absence de traitement de la notion de blessure physique. On sait qu'il est rare que des combattants soient à 100%, et jamais on ne voit de soucis, que ce soit à l'entraînement, on passe même sous silence les séquelles physiques du chaos, en faisant comme si elles n'étaient que psychologiques. C'est un peu dommage. Le traitement de cette question psychologique se résume donc à l'escapade complètement débile en Suède et à du pep talk de John Jones qui conseille de retrouver l'œil du tigre. Après bon, c'est vrai, Frank Gastambide prévient dans le film, il n'est pas psychologue, et il a bien fait de le dire, parce que franchement, avec cette finesse du traitement de la question du doute et de la peur, on aurait pu le croire. Et il est dommage que l'écriture soit aussi indigente qu'indigeste,
Tout est caricatural et décliné depuis le modèle de Rocky, sauf que le personnage de Rocky est touchant et bien interprété, notamment dans les meilleurs opus de la saga que sont Rocky 1 et Rocky Balboa, bien sûr. De toute façon, la comparaison avec Rocky fait tellement mal qu'il vaut mieux ne pas en parler et se dire qu'on est dans deux dimensions totalement différentes. Après, comme promis, on peut trouver des tas de petites choses un petit peu limites, comme le physique des deux combattants principaux, qui sont supposés être des welterweight, alors que l'affiche de leur premier combat indique lightweight par exemple. Mais quoi qu'il en soit, Ibrahim est trop gras pour être crédible en sèche à la pesée bien sûr, et ce n'est pas du tout pour médire sur le physique pourtant athlétique de l'interprète, c'est juste qu'il vaut mieux éviter tout simplement de nous parler de cutting quand cela n'a aucun sens à l'image. Et d'ailleurs on remarque que ce sujet est très largement éludé alors qu'une série aurait pu saisir l'occasion pour souligner le danger de ces déshydratations ultra violentes pour l'organisme et dictées par une organisation de combat qui se refuse à prendre vraiment ce problème en compte. Pareil, jamais les frais médicaux ni le partage des gains avec l'équipe ne sont évoqués, on est dans une version plutôt idéalisée et aseptisée, malgré le peu de sang qui coule. Une série aseptisée sur les émotions comme sur les sujets qui fâchent donc, bien dommage quand on voit que la façon dont la rugosité de ce sport et de la pression psychologique qu'il impose servait de moteur dramatique essentiel à la série Kingdom, qui nous servait des portraits autrement plus marquants de combattants variés, mais tous impactés à leur manière par cet environnement cette pratique. Donc dans la cage, pas de drogue, pas d'alcool, pas d'exploration des frasques sexuelles ou de la fascination que peuvent exercer de tels athlètes avec les tentations qui vont avec. On parle juste du dopage, mais pour nourrir une ouverture vers une saison 2 qui s'avance avec la délicatesse d'un Derrick Lewis, chaussé de sabots pointure 57. Avant d'oublier, il y a quand même une réplique dans toute la série qui m'a vraiment fait sourire, voire rire. C'est Boss qui remarque que les problèmes au sol, c'est quand il y a une barbe mais pas de moustache. Et c'est très con, mais c'est très vrai, entre Khabib, Islam, Khamzat et j'en passe, une barbe et pas de moustache. Dans les détails marrants, on a une incrustation de Tour Eiffel totalement claquée au sol, aux environs de la 16e minute du 4e épisode, vous irez voir. Me demandez pas pourquoi on a commis cette horreur, c'est comme ça. Sinon, on remarque quand même que mettre dans la même série une sorte de chantage sur un combattant qui a battu sa femme, tout en ayant une apparition de Fernand Lopez à l'ARES, et des conseils de vie de John Jones, c'est un petit peu particulier, d'autant qu'on n'aura évidemment jamais la moindre exploration du point de vue de la victime en question. Voilà. Et quand même, du côté des aberrations, on a Taylor qui combat pour le titre des poids welter ARES en n'ayant aucune victoire en poids welter à son palmarès professionnel. En effet, il a un match nul contre Ibrahim, puis 2 victoires et une défaite en poids moyen, et paf, ça fait des chocs à pic et une ceinture welterweight. C'est dommage de faire autant n'importe quoi sur des éléments de ce type quand l'essentiel des portions de MMA semble relativement réaliste. Et puis surtout, Taylor est un personnage qui ne semble pas avoir de véritable évolution personnelle sur ces 5 épisodes, il a juste cette perte de confiance suite au chaos qu'il va surmonter un petit peu magiquement, puis le problème de sa mère qui se résout plus ou moins de lui-même quand elle est prise en flagrant délit de mensonges et de fuite. Sur cette série, ce qui est excessivement révélateur, c'est que la phrase que Taylor répète le plus souvent, eh bien c'est « j'ai pas le choix ». C'est quand même très problématique pour un personnage dont les décisions doivent impliquer le spectateur. Apparemment, il n'a pas le choix de devenir combattant, il n'a pas le choix de filer des thunes à sa mère, il n'a pas le choix d'accepter de se coucher avant de se reprendre in extremis dans le premier combat, il n'a pas le choix de fermer les yeux sur son trauma, il n'a pas le choix de partir en vadrouille 2 heures avant un combat, et j'en passe. De ce point de vue, ce n'est pas The Outsider, son véritable surnom de combattant, mais plutôt Taylor, j'ai pas le choix Keita. Vous, le choix, vous l'avez de regarder ou pas cette série, mais bon, faites-le en connaissance de cause, en ayant un peu de compassion pour cette distribution qui doit faire avec un scénario aussi enfantin et basique. Je vous rappelle que vous trouverez un lien en description et en commentaire épinglé pour découvrir les énormes promotions de Emma Matelas, et surtout pensez à utiliser le code POPCORNYT pour 10% de réduction de plus sur les matelas, et puis ne ratez pas notre rendez-vous très vite dans les jours prochains pour les premiers épisodes de Arcane saison 2. Donc à très vite pour de nouvelles aventures. Salut! Captain